Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci infiniment de prendre le rendez-vous de l'entretien du dimanche. Dans un contexte politique marqué par la recomposition progressive du paysage partisan, du fait des grands événements qui interviennent en ce moment dans l'arène politique, il y a des voix qui demeurent essentielles, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Et c'est l'une de ces voix-là que nous recevons pour comprendre, pour éclairer l'opinion sur les grands enjeux démocratiques en ce moment au Bénin et effectivement aussi sur tous ces grands événements qui se produisent donc dans l'arène politique. La voix que nous recevons aujourd'hui, c'est bel et bien Antoine Guédou Vissetogbe, président du GRCR, Grande Solidarité Républicaine, un parti d'opposition. C'est un membre très influent également du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Monsieur Guédou Vissetogbe, bonjour. Bonjour Omar, bonjour chers téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Voilà, d'entrée de jeu, je propose qu'on plante un tout petit peu le décor. Est-ce que vous pouvez me décrire, de votre point de vue, l'état de la démocratie béninoise en ce moment? Non, il faut dire que si j'ai jugé important de m'inscrire avec mon parti dans l'opposition, c'est parce que nous avons estimé que la démocratie, depuis un certain temps, n'est plus ce qu'elle doit être. Mais malgré ça, il faut dire que il y a toujours de l'opposition dans ce pays. Le président Soglo a fait de l'opposition face à Kérékou. À un moment donné, nous avons un certain nombre de personnes fait de l'opposition face à Yahi. Aujourd'hui, c'est l'opposition face à Talon. Donc, c'est une question récurrente. Voilà. Et vous le dites très bien, je me souviens, vous n'avez pas toujours été de l'opposition face à Talon. Jusqu'en 2020, vous étiez donc avec le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas été satisfait? Vous avez demandé quelque chose que vous n'avez pas reçu? Non, écoutez, je vous ai dit, nous avons eu des raisons de le faire parce que vous avez bien planté le décor. Nous étions, vous savez, moi j'avais fait de l'opposition face à Yahi. Je vous apprends ou j'attire votre attention sur le fait que j'ai fait Mercredi Rouge. Oui, je m'en souviens. Avec M. Diogbenou, avec M. Aladati, avec Issé Eko et tout ce monde-là. J'ai fait Mercredi Rouge. Mais vous avez même appelé à voter Talon. Voilà, j'ai appelé à voter Talon. Mais lorsque Yahi Boni finissait, l'opposition n'a plus d'objet. C'est un autre président qui vient. Il faut le suivre pour voir, parce qu'il faut avoir des raisons d'être opposant. C'est pour cela que, au début du président Patrice Talon, je n'ai plus fait de l'opposition. Mon parti et moi, nous n'avons plus fait de l'opposition. Nous avons d'ailleurs appelé à voter Talon, parce que pour nous, il s'agit de l'observer d'abord et avoir une raison suffisante pour dire nous sommes de l'opposition. Cette raison, nous l'avons eue en 2020. Ça a atteint son paroxysme en 2020. Et à l'appel des démocrates porté par le président Éric Rouneté, nous avons dit oui. Nous avons rejoint, nous avons fait le Front pour la restauration de la démocratie, qui évoluait parallèlement avec une autre organisation de l'opposition qui faisait de la résistance. En ce moment déjà, les gens dont je tais le nom ici voulaient qu'il y ait un rapport de force. Nous avons dû nous écarter de ça. Le Front pour la restauration de la démocratie dans son ensemble. Parce que nous avons dit, pour accéder au pouvoir, il y a deux manières. Il y a le rapport de force, c'est-à-dire souvent par des coups d'État ou bien des soulèvements populaires. Mais il y a aussi l'accession au pouvoir par la voie légale. C'est-à-dire les élections? Les élections. Et nous avions opté pour les élections. Il faut remarquer que, en son temps, à l'approche des élections,
il y a eu des problèmes et nous n'avions plus voulu participer aux élections. Parce que c'est quand le président Talon a fini de prendre les 83 députés qui existaient, a fini de prendre une bonne partie des maires, qu'il a institué le système de parrainage. C'est comme ça, c'est pas la peine d'aller aux élections. Mais plus tard, il nous a rassurés en nous disant: je m'investirai personnellement. Il a fait ça, il a dit ça du septentrion, à donner du parrainage à tout candidat sérieux. Alors, au sein de cet ensemble-là, les démocrates avaient proposé Rikiat Mandougou et le GSR, soutenu par d'autres, avait proposé Joël Aïvo. Quand le président Talon a dit ça, nous y avions cru. Et nous avons avisé. Nous avons décidé d'aller aux élections. Et après avoir choisi nos candidats, nous avons demandé les parrainages. Dans un premier temps, on a dit qu'il faut négocier avec les deux. Dans un second temps, on a dit qu'il faut parler avec les chefs de parti. Nous avons fait les deux. Moi, j'ai envoyé un courrier et au président Bruno Amoussou au moment des faits, et au président Biotchane par Espoir Dussier pour demander des parrainages pour Joël Aïvo. Un courrier qui n'a jamais eu de suite jusqu'à l'élection. Oui, ça c'est des éléments, on va dire plutôt anciens. Mais c'est pour vous dire, vous m'avez demandé. Oui, j'ai compris. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai eu telle position. D'accord, on comprend parfaitement. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique du chef de l'État, l'entrevue qu'il a accordée à l'un de nos confrères. Oui. Voilà, il appelle maintenant à la cohésion sociale. Il veut que tout le monde vienne travailler main dans la main. Est-ce que ce message-là, vous le recevez au moins? Vous avez envie de l'entendre? La cohésion sociale, c'est une pratique. C'est une manière de faire. Vous savez, la cohésion sociale n'a pas sa valeur d'être lorsqu'on disperse par-ci, par-là, les meetings de l'opposition. L'opposition, quand même, représente une frange de la société. Lorsqu'on se refuse de respecter la loi, vous savez, les lois... Quelle loi n'a pas été respectée? Je vous dis, les lois, c'est des règles préétablies. On dit dans telle situation, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Dont l'inobservation est sanctionnée. C'est une règle de droit. Mais lorsque vous voyez UPBR faire des meetings à ciel ouvert partout là, et quand c'est les autres, il y a toujours un problème. Mais normalement, pour faire des meetings, pour faire des manifestations publiques, on fait des demandes, on fait un certain nombre de choses. Mais est-ce que c'est préalable à son tour? On ne fait pas de demandes, on informe. Et les démocrates ont eu à prouver à des moments donnés qu'ils ont fait les formalités. Mais je dois vous dire, moi j'ai fait des sorties. Les miens ont fait des sorties. Nous n'avons pas eu ce problème. Donc, on peut relier ça un peu avec la sortie du chef de l'État, qui disait le problème qui nuit à la nation, c'est des problèmes entre Yahi Boni et moi. Oui, la guerre Talon Yahi. Voilà, la guerre Talon Yahi. Mais pourquoi? Chacun d'eux n'a qu'à réfléchir et mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant. Que le président Yahi Boni et son groupe, et son parti, reconnaissent que le président de la République, jusqu'en mai, c'est le président Patrice Talon. Et ait des comportements subséquents à son égard. Mais à l'inverse, que le président Patrice Talon reconnaisse que la Constitution consacre l'opposition, l'existence de l'opposition, et que lui-même, il a promulgué une loi qui donne des droits
et des devoirs à l'opposition. Mais l'opposition existe, professeur. L'opposition existe. Je ne parle pas d'existence. Je vous ai dit droits et devoirs à l'opposition. Et qu'ils s'investissent à faire respecter les couloirs. Qu'il commence d'abord lui-même, qu'il respecte ses couloirs et qu'il fasse respecter le couloir par les autres. C'est ça le problème. Quand on parle de droits et devoirs, moi je veux bien comprendre, parce qu'on voit une opposition à l'Assemblée nationale durant tout ces dernières années. Les démocrates, ils ont eu 28 députés, ils ont participé à tous les débats à l'Assemblée nationale en tant qu'opposition. Vous parlez de quel droit, vous parlez de quel devoir? Il y a une opposition au Bénin, la démocratie. Il suffit de figurer à l'Assemblée pour dire qu'on est opposant et tout est respecté, tout est raide. Donc vous estimez qu'il figure là-bas en ce moment? C'est de la figuration. Ah bon? Vous comprenez bien. Certains députés de LD ne sont pas d'accord avec vous? Non, c'est vrai qu'il faut reconnaître que depuis l'entrée des LD à l'Assemblée, ils ont ralenti beaucoup d'excès. Mais pas les pires. Pas les pires. Parce que vous savez, en démocratie, même si vous êtes majoritaire, il faut respecter les droits de la minorité. Savez-vous qu'il y a eu cette histoire de financement des partis politiques? Comment vous pouvez comprendre que lorsqu'on décaisse 3 milliards sur nos impôts, que les partis de la majorité prennent à eux seuls 2,5 milliards? C'est les plus majoritaires. Ils ont beaucoup plus de boulot. Mais on exige, on donne les mêmes devoirs à tous les partis agréés. Allez lire les tests. Ah bon? Mais s'il y a un parti qui est majoritaire, il aura beaucoup plus de travail que l'autre. Il est majoritaire par la ruse. Je vous ai dit dès le départ que le président a attendu d'avoir les 83 députés. Ensuite, d'avoir la plupart des maires dans un environnement de monopole politique. Personne n'est allé aux élections, c'est eux. Et c'est après ça... vous avez refusé, vous l'avez dit vous-même, vous avez refusé d'aller aux élections. Oui, cette philosophie de faire porter le chapeau aux autres, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que nous refusons encore actuellement? Il ne faut pas qu'on dise, en 2019, vous avez refusé. En 2020, on dit que vous avez refusé. En 2023, on a failli dire vous avez refusé. En 2026 encore, écoutez. Oui, mais en 2026, vous avez été recalé. Il y a une candidature. Enfin, les démocrates, je veux dire, je ne parle pas du GRC, vous n'avez pas déposé de candidature. Vous savez, je suis rentré en politique à 32 ans. J'étais le président de la Commission des finances et de l'économie de la Renaissance du Bénin. Par la suite, j'ai été appelé par le président Sévérin Adjovi, où j'ai été successivement secrétaire général adjoint, puis secrétaire général. Vous suivez bien ce que je dis? Je vous suis. Aujourd'hui, j'ai 67 ans, parce que je suis du 17 janvier 57. Ça me fait 35 ans dans ce couloir-là. Je n'ai pas de raison de faire d'erreur. Homme d'État, je le suis déjà. Il y a des choses que je ne peux pas dire devant micro. Mais je vous dis juste l'essentiel. Non. La nation veut entendre. La nation entendra l'essentiel. Je dis bien l'essentiel. Mais il y a des détails qui ne feront que jeter de l'huile sur le feu. Et ce n'est pas bien pour la nation elle-même. Voilà, ce que vous venez de dire là, ça m'inspire une question, toujours par rapport aux déclarations du chef de l'État, qui dit, j'ai bien envie de vous demander, un peu comme lui, vous n'êtes pas fatigué un peu de l'opposition? Venez, on va travailler main dans la mer. L'opposition, ce n'est pas une question de principe, c'est pas une question de... D'abord, le faire, ce sera violer les tests. Ah bon? Oui. L'opposition est considérée comme un contre-pouvoir pour garantir l'intérêt général. Mais nous ne pouvons pas dire maintenant, nous nous mettons tous ensemble. Non. Pour le développement du pays. Pour le développement du pays, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas, ça se négocie.
Et l'un va dire, voilà ma vision de la gestion du pouvoir. Et l'autre va dire, moi, voilà mon programme. Et on essaie de faire la synthèse. On ne peut pas prendre une loi ou un décret pour demander à tout le monde de venir travailler. Ce n'est pas possible. Le président même sait que ce n'est pas possible. Mais il aurait dû procéder par négociation. Comme il a fait en 2020. En 2020. Le dialogue politique. Le dialogue politique. Mais si aujourd'hui, il ne veut pas recourir ni aux assises demandées, ni au dialogue politique, on a des raisons de le suspecter. Mais pourquoi veut-il réduire la vie de la nation à 3 parties? Encore qu'on peut dire 2. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est lui qui a agréé nos formations. C'est lui qui a signé la charte des partis politiques. C'est lui qui a promulgué ça. Donc moi, je crois qu'il y a des choses auxquelles le président Patrice Talon doit renoncer. Permettez-moi de refaire quand même la question, parce que je me dis qu'il y a une petite part de bonne foi dans ce qu'il dit quand même. Il dit, on sait tous les besoins du Bénin. C'est un pays où tout est à faire. Quelle que soit votre vision, professeur, vous êtes quand même d'accord. Il n'a pas besoin, rien que pour le bonheur des populations. Il n'a pas besoin de s'impliquer dans l'arbitrage à la fin de son mandat. Il veut un successeur. C'est bien, il l'a désigné. Je ne veux pas vous dire si je connais bien Romiel Wadaï ici, non. Il l'a désigné. Vous le connaissez? Je ne veux pas répondre à la question. Mais je dis simplement, il l'a désigné. C'est un bon cadre, hein. Il a de la compétence, Romiel Wadaï. Il l'a désigné. Vous comprenez? La compétence, tout ça, là, ce qu'on dit là, et dans le contexte du président Patrice Talon, on ne peut pas dire forcément qu'il est compétent. Maintenant, on lui donne la manette. Nous voulons le voir à l'œuvre. Donc, il n'a pas besoin de décréter une trêve ou d'inscrire une trêve dans une loi, dans une constitution. Non. Si Romiad Wadaï fait bien, il n'y a pas de raison qu'on ne le soutienne pas. Ce qui nous unit, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a pas de raison qu'on ne le soutienne pas. Aujourd'hui, à cette date, pour moi, je ne suis pas opposant à Romiel Wadaï. C'est clair dans ma tête. Vous êtes opposant à? J'étais opposant à la manière de faire du président Patrice Talon. Mais il a fini. Cette opposition acharnée là n'a plus sa raison d'être. Il est partant. Vous voulez laisser l'autre aussi faire ses preuves? Observons Romiel Wadaï. Si finalement c'est lui qui triomphe, avant de dire, bon voilà, il y a ceci, il y a cela. Je dis si finalement c'est lui qui triomphe, parce que on l'a désigné, certes, la Cour l'a désigné, mais il y a encore un recours devant la Cour suprême en cassation. Donc, le processus n'est pas terminé. Et quand ça va être terminé, nous avons l'obligation de dire tous, c'est notre président, et de l'observer pendant un temps, avant de dire on est opposant ou non. L'opposition, c'est en voie d'être terminée aujourd'hui, là. C'est en voie d'être terminé. C'est sans objet aujourd'hui. Vous comprenez un peu ce que je dis. Et la trêve politique qu'il propose, alors, ça a sa raison d'être? La trêve politique, je vous dis que ça n'a pas sa raison d'être. Ça ne s'impose pas, ça se négocie. Et Romiad Wadaï, non seulement il a été ministre des Finances, donc il a participé à plusieurs négociations, au moins d'accords de prêt. Surtout qu'il est encore chargé de la coopération. Mais il est ministre d'État, il n'est pas un enfant. Il saura faire. En ce moment-là, nous aviserons. Mais pourquoi le monsieur ne t'a rien fait, tu commences par lui donner des coups de poing? On te traitera de fou. Nous sommes dans cette phase-là maintenant. Nous sommes dans cette phase. La guéguerre entre M. Talon et M. Yahi ne devrait pas continuer comme ça, là, sous cette forme. Ce qui devrait nous préoccuper maintenant, c'est le bilan du président Talon. Le bilan du président Talon, non pas pour le condamner,
mais pour prévenir celui qui vient. Que nous ne sommes pas d'accord si. Mais c'est d'autres choses qui prennent le pas, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la nation. Et là, c'est mauvais. C'est mauvais. Et le président, en tant que premier responsable du pays, les gens aiment dire père de la nation, devrait prendre toutes ses responsabilités. Si vous suivez mes émissions par le passé, j'ai toujours dit à la fin que j'ai espoir que le président Patrice Talon trouvera en lui-même les ressources nécessaires pour éteindre le feu. Et je continue de lui faire confiance. S'il finit, il ne fait rien dans ce sens, je serai en droit de dire qu'il n'a rien fait. Mais pour le moment, il n'est jamais tard de... Lequel feu il doit éteindre? Vous voyez ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas feu dans le pays. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont invalidé la candidature à la présidentielle des démocrates parce que, voilà, ils n'ont pas respecté les règles. Il y avait des choses qui manquaient. Bon. Vous avez parlé des lois qui doivent être respectées. Il s'est passé 3 choses déjà. Et il y a une 4e chose en vue. Oui, le communal également. Non, ne commence pas par là. Il y a la brutalité vis-à-vis des adversaires. Ah bon? La police républicaine qui débarque à tout moment pour dire non. Et curieusement, c'est toujours la même. Est-ce que vous avez vu la police disperser un seul meeting de UP ou de BR? Parce qu'ils ont fait peut-être les démarches normalement. C'est toujours eux qui savent bien faire. J'en prends acte. Enfin, c'est ce qu'on fait. Non, je dis c'est toujours eux qui savent bien faire. Mais une fois avec les démocrates, 2 fois, on peut y croire. Mais quand c'est toujours comme ça, on ne peut plus y croire. Surtout qu'eux aussi ils viennent quand même se justifier par des choses là, on dit bon, ils ont dit prière, ils ont fait ceci. Non, c'est la première chose. Donc avant même le démarrage du processus, on était déjà dans une sorte de guerre fratricide. Même si la violence n'a pas atteint son paroxysme, mais c'est parce que certains ont dû prendre leur patience. Certains ont dû avoir le cœur chaud, mais la tête froide. Vous suivez bien ce que je dis. La deuxième chose qui s'est passée, l'exclusion du candidat des démocrates. Je vais dire candidat de l'opposition, parce que c'était mon candidat aussi. Je vais vous dire, les rumeurs dans ce pays précèdent toujours les actions. Il y a beaucoup de gens dans le camp du président, des amis que j'avais là-bas, qui disent que les démocrates n'auront pas, l'opposition n'aura pas de candidat. Et le plus clair, c'est la prière de Dakwé Sossou à Lokossa. Est-ce que vous avez vu ça? Oui, mais les hommes politiques, vous êtes tous les mêmes. Non, je vous dis. On fait de la propagande. Je vous ai dit. La rumeur précède la réalisation, les réalités. Et dans cette affaire-là, est-ce que la Sénat est fondée à fixer les parrainages à 28? Parce que la loi n'a jamais dit 28, la loi a dit 15%. Et quand vous faites 15%, ça fait 27, et quelques. Vous êtes avec des corps unis, non divisibles. Oui. Donc le virgule quelque chose, on en fait une personne, donc ça fait un parrainage. On ne peut pas en faire une personne. On ne peut pas en faire une personne. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors, selon vous? C'est le torosou que vous voulez faire, qu'on le dit chez nous là. Non, une personne, c'est une personne. Une personne, c'est une personne aussi. 27,9 n'est pas une personne. C'est ici, nous avons dit tous, nous avons dit que 39 ans plus 1 n'est pas 40 ans. C'est clair dans la tête des Béninois. Et ce n'est pas pour rien que le blanc a dit, dans certaines circonstances, on peut arrondir par excès, dans d'autres, on peut arrondir par défaut. Donc on devait arrondir par défaut ou... Par défaut. Ah bon? Parce qu'on n'a pas la 21e personne. On n'a pas la 21e, le 21e parrainage, qui est symbolisé par une personne. Pourquoi Sakar Lafia a dit ça? Et la Cour constitutionnelle
qui devait réguler, a admis ça. Je pense que j'ai toujours posé un problème quand je viens comme ça, et c'est l'éternel problème des cadres. Quand vous êtes cadre, le politique, il peut faire tout. Mais vous, cadres, vous ne pouvez pas faire tout. Vous avez fait le droit, agrégé de droit. Pourquoi? Et vous êtes payé sur cette base-là. Sur les fonds de la nation. Et pourquoi vous pouvez faire des choses comme ça? Monsieur Sakalafia, hier, en passant la main au ministère de l'Intérieur, il a dit, moi je ne suis qu'un vétérinaire. C'est ça qu'il recommence ici, là. Il ne va pas nous dire ça encore à la fin. D'accord. Quand vous êtes cadre et vous êtes appelé par un responsable politique, vous devez être utile. C'est pour l'éclairer. C'est pour lui donner des conseils pour qu'il ne fasse pas des erreurs. Lorsqu'on voit que, manifestement, ces erreurs viennent de vous, mais c'est grave. Oui, on va poursuivre ce débat-là, permettez, professeur. Parce que vous parlez du nombre de parrainages, mais avant ça, il y a eu Sodimou. Mais avant d'en parler, parce qu'on va parler des démocrates tout à l'heure. Moi, j'aimerais vous demander, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des choses qu'on met en avant pour éviter, pour oublier les réels problèmes. L'une des choses qu'on met en avant aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution visant donc à la création d'un Sénat. Est-ce que vous voyez là aussi une preuve de bonne foi de la part du président Patrice Talon, qui veut que lui... Personnellement, je ne trouve pas que le Sénat est une mauvaise chose. Ok. Maintenant, entendons-nous sur sa composition. Et il y a une chose qui me dégoûte, moi, dedans. Les membres de droit, je n'ai aucun problème. Parce que quand je les regarde, comme je l'ai dit, je veux les voir faire avant de mettre en cause leur probité ou leur moralité. Vous comprenez ce que je dis? Je n'ai aucun doute. Et comme nous avons constaté que dans ce pays maintenant, toutes les institutions de contre-pouvoir sont devenues des institutions de pouvoir, nous devions tous accueillir correctement cet arbitre-là qu'on veut mettre. Mais attention, il faut être vigilant. Parce que ces institutions de contre-pouvoir, qu'est-ce qui a fait leur faiblesse hier? C'est parce qu'on a permis aux législatifs et à l'exécutif de désigner les gens. Alors, quand je vois dans un organe tout nouveau, qui doit permettre de remédier au dérapage de ces organes-là, et qu'on dise encore qu'ils doivent désigner un cinquième, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais l'organe en lui-même est bon. Sa composition, nous pouvons en discuter. On ne peut pas dire, du coup, on ne va pas mettre le Sénat. Certains ont dit, non, dans les autres pays, le Sénat est élu, tout ça là. Mais si les gens prennent une loi pour le faire, c'est une élection aussi. Il y a une forme d'élection. Vous comprenez un peu ce que oui, je comprends. On ne veut pas mettre ça en place par décret ou par arrêté. Les députés sont des représentants du peuple. C'est vrai que les députés qui sont là, il y a encore un peu à redire. Mais prenons la chose comme ça, puisque depuis qu'ils sont là, ils ont voté bien d'autres lois qui font fonctionner la nation. Donc, essayons de discuter pour dire nous sommes d'accord pour ça. Nous ne sommes pas d'accord pour ceci. Mais nous ne pourrons pas dire tout de go, c'est mauvais. C'est pas possible. D'accord. On veut faire quelque chose. Vous ne l'avez pas mis à l'épreuve et vous trouvez déjà que c'est mauvais, ça devient un préjugé. Et là, ce n'est pas bien. D'accord. Voilà. Donc pour vous, le maître mot, c'est négociation, entente, compréhension entre c'est nous. Nécessaire. Assise. C'est nécessaire. Je n'ai pas dit, j'ai dit assise. On a demandé ça depuis longtemps. Je vous dis pourquoi. Oui. Nous avons eu les indépendances en 1960. La conférence nationale a eu en 90. Cela veut dire que 30 ans après, nous avons eu besoin d'évaluer. Et comme moi, je suis du domaine de la gestion des projets, l'évaluation est importante pour moi, pour voir comment continuer, éviter les erreurs, comment réajuster les choses pour l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Ça s'est passé en 90, 30 ans après les indépendances. Aujourd'hui,
nous sommes 35 ans après ces ajustements-là, après la conférence nationale. Il est nécessaire de faire une deuxième évaluation. Vous comprenez? Qu'on réunisse à nouveau. Même dans un projet, vous avez des périodes d'évaluation jusqu'à la fin du projet. Bien sûr, bien sûr. Mais je constate que le président Patrice Talon ne veut pas de l'évaluation. Parce que les assises, on peut faire des assises sans qu'elles ne soient souveraines. Je vais vous donner un ouvrage. Disons pas un ouvrage, un carnet que j'ai écrit. Ça fait plus d'1 an. Mais dedans, que voulez-vous, que voulons-nous? Il y a un chapitre comme ça, un titre comme ça, où nous avons dit, en l'état actuel des tests, si vous remettez les mêmes tests au prochain président, vous aurez les mêmes résultats. Tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser. Donc ce que nous avons vu comme mauvais dans les tests, il faut qu'on s'asseye pour essayer de toiletter un peu les tests. Et en discuter. D'où, moi je pense, pour que ça se passe de façon correcte, il faut laisser le président Talon terminer. Mais dès qu'il finit là, il faut ouvrir une transition. Et il faut même qu'avec l'aide de la Cour constitutionnelle, on puisse mettre en place une assemblée constituante pour toiletter la Constitution. Maintenant, les modalités de désignation dans cette assemblée-là, nous allons négocier pour voir ça. Mais refuser de ces choses-là, c'est renoncer à la paix, c'est renoncer au développement. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez été à l'école. Pourquoi on met les compositions? Pour nous évaluer. Oh, mais c'est ça. Et on ne veut pas être devant le fait accompli à la fin de l'année. Pour savoir qui va en année supérieure et qui doit... Et chacun, moi je suis enseignant, chacun prend sa part. Et l'école, et les parents. On met même en place des systèmes pour permettre aux parents d'avoir les bulletins en main. Pour ne pas incriminer les gens demain. Le président n'a pas fait ça. Il a refusé. Et maintenant, à la fin, pour mettre un organe des sages, tout ça là, dans une constitution, parler de trêve, tout ça là, il ne daigne même pas réunir la classe politique. Pour moi, c'est du mépris, ce n'est pas bien. Ah bon? Ah oui, c'est du mépris. Mais là, c'est l'Assemblée nationale qui va statuer sur le fait qu'on doit donc mettre en place ce Sénat ou pas. Enfin, normalement, dans la semaine, ça aurait été fait, puisque nous sommes dimanche aujourd'hui. Il y a des opposants là-bas, il y a les démocrates qui sont là-bas. Qui sont ceux qui sont à l'Assemblée nationale? Il y a les démocrates. Dans quelle mesure les démocrates peuvent infléchir ça? Vous savez? Et quand ils utilisent leur droit de blocage, le président lui-même pense qu'on bloque ces réformes. Non. La réforme doit être un problème de la nation et non un problème d'un individu ou d'un groupe. Surtout un groupe à qui on reproche déjà beaucoup de choses. Vous voyez que la tension était, je vais dire, prévisible. Même si c'est de bonnes idées que le président Patrice Talon, la démarche n'est pas bonne. D'accord. À mon avis. D'accord. Vous avez abordé tout à l'heure, enfin vous avez commencé par en parler, l'effritement, on va dire, de les démocrates, donc le principal parti d'opposition, votre allié dans le cadre de concertation. Et vous parliez des 28 parrainages. Pour vous, ça devait être 27, selon vous. Mais le problème n'a pas commencé là. C'est Sodinou, le député Sodinou, qui a refusé de donner son parrainage. Au moment où ils ont déposé leur dossier, ils avaient 27 parrainages. Ah bon? Ils ont déposé 27 parrainages. Ah là, vous nous apprenez quelque chose. Et il ne manquait que le parrainage de Sodinou pour atteindre les 28 inventés par la CEDA. Mais donc, même si on laisse l'effet Sodinou de côté, les 27 sont là. Et la Cour, la responsabilité est portée par la Cour constitutionnelle. La Cour devrait constater que les 27 sont là et dire que 15% ne fait pas 28. 28. Ça fait 27,9. Laisse les 28, les virgules.
39 ans plus 1 n'est pas 40 ans. D'accord. Donc, voilà. pour vous, Sodinou n'a aucun... Enfin, c'est la Cour qui n'a pas voulu. Le problème n'est pas lié à Sodinou du tout. Le problème n'est pas lié à Sodinou. Mais s'il avait donné son parrainage, il aurait... Le problème n'est pas lié à Sodinou. A voulu faire un business. Mais il est passé à côté. Ah. Il a voulu faire un business. Et il est un coutumier des faits. Quand je l'ai vu à la télé déclarer que lui, il avait une chambre frigorifique. Oui. Ah, ok, d'accord. Et que parce que ça ne marche pas, il veut gérer des cadavres. Vous voyez l'esprit dans lequel se trouve le monsieur même. Non, mais chacun a le droit de faire le business qui lui correspond. Non, écoutez, est-ce que c'est légal d'abord? Est-ce que c'est légal? Mais si on lui donne... Bon, et ensuite, quelle est cette idée de remplacer des cadavres par des poissons par des cadavres? Quelle est cette idée-là? C'est contraire à la morale. Oui, mais ça, donc je vous dis simplement, Todjinou, Sodinou, c'est sa moralité, ça. Ah bon? En dehors de ça, quand vous prenez des morgues, quand vous prenez le dossier, des morgues, ça va quand vous prenez, écoutez, je vous ai dit, s'il crée de morgue, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce qu'il fait, non? Mais transformer une chambre froide qui conservait des poissons en morgue, et l'idée, vraiment, c'est contraire à la morale. Ah bon? Ah oui, c'est contraire à la morale. Et puis, est-ce qu'il a fait régulièrement? Et qu'est-ce que le gouvernement en a dit? S'il a été autorisé, et puis je crois que c'était au temps de Yahi normalement, s'il a été autorisé, c'est qu'ils sont d'accord, c'est qu'ils ont vu qu'il respecte les normes. Voilà le problème. Bon, là, n'est pas le débat. Écoutez, toujours par rapport aux démocrates. Je veux prendre le dossier Todjinou dans le fond. Oui. Pour vous prouver que c'est un faux problème. D'accord, allons dans le fond alors. Laissons de côté son business. Quel est le prétexte? C'est qu'il a dit parce qu'on n'a pas pris Éric Nkounete. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, non? Oui. Mais est-ce que Éric Nkounete n'a pas remis son parrainage? Il a remis. Est-ce que Éric Nkounete a démissionné? Il ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est un faux problème. Ah bon? Mais je vous le dis comme ça, vous constatez avec moi que Éric Nkounete n'a pas démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Et vous qui a remis son parrainage? Pourquoi moi je dis voilà, je vais dans, tu dis que tu me défends, je vais dans tes DS, toi tu dis non, je ne vais pas dans tes DS. Donc pour vous, c'est une manière de saboter. Là, tu ne me dénonces, tu ne me soutiens plus. Il faut qu'il sorte le nom d'Éric Nkounete de cette affaire-là. Qui disent que lui n'est pas d'accord. Et sur ce terrain, nous pouvons discuter. Les règles de fonctionnement du système politique dans lequel nous sommes et qui doit être également celle des entités politiques, c'est la loi de la majorité. Même si on doit respecter les droits de la minorité. Mais vous estimez que votre décision met en péril 27 de vos collègues. Et vous pensez que vous avez raison? Ce qui est triste, c'est que le gouvernement l'a soutenu. Oui, mais si, ça qui est dommage. Si mon adversaire, parmi mes adversaires, il y a certains qui veulent me rejoindre, je vais leur dire non, ne venez pas vers moi. Je n'ai pas dit. C'est pratiquement ça. Vous avez dit, écoutez, nous avons des règles préétablies que le gouvernement est tenu de respecter. Ah bon? La première chose, il doit considérer l'avis de la majorité. La deuxième chose, c'est que, qu'est-ce que nos tests disent? Et la troisième chose, ça m'a paru un scandale que le chef de l'État vienne dire publiquement qu'il veut héberger les voyous. Je les appelle voyous et je pèse mes mots. Ah bon, tous les dissidents, les députés dissidents de LD, pour vous, c'est des voyous? Je dis voyous parce que je suis resté proche de cette formation politique. Vous avez décidé ensemble de règles qui gouverneront votre parti. Vous suivez bien? Je vous suis parfaitement. Je ne veux pas dire que tout ce qui se passe chez ces gens-là, c'est rosé. Mais je veux être objectif simplement. Vous avez décidé de ça. Vous avez des tests. Vous avez mis un règlement. Vous avez décidé de mettre une commission pour évaluer. Ensemble. La commission a évalué. Et au finish, vous dites que vous n'êtes pas d'accord.
Vous n'êtes pas des voyous. Vous avez entendu Djivo? Djivo dit le résultat qui est sorti de la commission, c'est à Gojo. Alors quel est le problème des autres? On va vivre dans une société sans règles. On va prendre un candidat sans évaluer. Et puis, mon problème sur le cas Éric Ndoundete, je l'aime beaucoup. Et à vrai dire, ce qui lui est arrivé me fait mal. Et j'ai eu l'occasion. Éric Ndoundete? Bien sûr. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui lui est arrivé, vous voyez, et c'est humain. Quand vous avez voulu créer le parti, vous l'avez mis en confiance. Il a été président du parti. Oui. Il a fait tout ce qu'il faut faire. Lorsque le parti doit aller aux élections, vous l'avez dégommé, vous avez pris Ricky Amadougou. Les élections en 2023, il a joué parfaitement le jeu. N'eût été lui, les compromis qu'il a trouvés, et j'en profite pour dire, dans la nation, il faut que les jeunes apprennent à être politiques. La politique, c'est la gestion de la cité dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous comprenez ce que je dis? Parfaitement. À partir de ce moment, cela appelle à tout moment le compromis, mais pas la compromission. Au moins le compromis. Refuser le compromis, c'est mettre la nation en danger. Alors, Éric avait fait des compromis. Moi-même, je n'étais pas content de lui. Mais, il faut saluer ce qui est bon. Et c'est aujourd'hui que ceux qui critiquaient Éric hier, pour dire pourquoi tu as fait ces compromis-là, ils sont dans l'épreuve maintenant. Et quand ils ont refusé les compromis, voilà où se trouve aujourd'hui l'état du parti. Et voilà où se trouve aujourd'hui tous ceux qui avaient confiance en eux, tous ceux qui mettaient leurs espoirs sur eux. Si vous faites un peu l'enquête, il y a des gens qui sont malades de leur échec. Il y a des gens qui ont détalé. C'est la faute à qui? Aux extrémistes de ce groupe-là. Certains disent que c'est la faute du président Boni Yayi. On dit que tous les problèmes du parti viennent du président Boni Yayi. Je vous dis non. J'en profite pour dire deux choses. Je vous ai dit dès le départ que le président Boni Yayi est un homme cool. Ah bon, cool. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans cool pour ça? Quand il dit cool, il ne s'impose vraiment pas aux gens. Et c'est ce caractère-là qui détient sur son parti. Mais est-ce que c'est pas ça justement qui a manqué? De l'autre côté, il y a la discipline. Hein, parce que, non. Vous savez, la discipline, quand vous êtes au pouvoir, c'est plus facile. Ah bon? Ah oui, c'est plus facile. Mais je connais les démocrates. Il arrive des choses que le président dit et personne ne veut respecter. Mais il essaie de colmater les brèches. Malheureusement, c'est là où ça a mené. Sinon, il y avait une guéguerre, ça, vous le savez. Il y avait une guéguerre à Tchadé et on était dans le parti. Ouassangari? À laquelle, non, Ouassangari, c'est pas Ricochet. Ah bon? Lui était il aurait dû du bord à Tchadé ou bien du bord? Bon, il y avait des gens aussi du bord, on était. Non, c'est pas les gens qui sont au bord. Mais les deux ténors, c'était ça. Et le président Boni Yayi n'a pas pu bien gérer ça. Vous savez, je m'excuse de donner ce détail-là, parce qu'il m'est arrivé de lui poser une question au président Boni Yayi. Quand l'affaire s'est éclatée, j'ai dit, bon d'accord, c'est la commission qui a sorti à Gojo, mais tout ça là, en politique, on négocie. Vous avez déjà fait ça en 2021, ça n'a pas marché, ne rééditez pas. Qu'est-ce que vous avez proposé à Éric? Je ne continue pas tout ce qu'on s'est dit. Parce que dès lors que vous désirez quelqu'un, vous devez faire en sorte que tout le reste qui nourrissait un espoir puisse se retrouver autour de lui. Ça n'a pas été fait en 2021. Et ça n'a pas été fait encore en 2026.
Vous comprenez qu'Éric puisse être frustré, mais vous ne comprenez pas ce que vous décrivez comme des voyous, puisse être frustré aussi. Ils sont frustrés et ils sont partis. Vous savez pourquoi il dit qu'ils sont voyous? Finalement, vous savez pourquoi je dis non, vous savez pourquoi il dit qu'ils sont voyous. Ce n'est pas parce qu'ils sont frustrés. Mais c'est pour deux choses. La première chose, de pouvoir s'imposer à la majorité. Chez ces voyous, c'est pas cette règle qui a été établie. La deuxième chose, c'est de prendre comme prétexte Éric, alors que celui que vous prenez comme prétexte lui-même n'a pas fait ce que vous faites là. Quand vous prenez cette deuxième-là, quand vous faites une lecture combinée de ces deux choses, de ces deux comportements, vous ne pouvez que les taxer de voyous. Dans la lettre ouverte écrite à son ami Sodinou, Éric Ndoité a reconnu, il comprenait sa frustration. Mais vous refusez complètement. Je n'ai pas refusé de frustration. Ok. Je vous ai dit. Ils peuvent être frustrés, mais ils ne devaient pas agir de la sorte. Il ne peut pas être frustré au point de brûler la maison. D'accord, parfait. Ce n'est pas possible, ça. C'est bien compris. Il y a deux autres sujets que j'aurais aimé qu'on aborde encore. Je veux qu'on parle un tout petit peu des communales avant d'aborder le cas de concertation qui, pour moi, a été juste du folklore. On n'a rien vu venir. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord, mais parlons d'abord des communales avant d'en arriver au cadre de concertation. Les communales, est-ce que vous comprenez le fait qu'on ait invalidé toute la cantine? Enfin, puisque quand il y a un dossier qui manque, c'est tout qui est invalidé. Est-ce que vous comprenez l'invalidation encore de la candidature des démocrates? Bon, ils ne sont pas les seuls, il y a Moël Bénet également. Vous avez suivi leur conférence de presse, leur dernière conférence de presse. Oui, mais rafraîchissez-nous la mémoire. Bon. Ils ont dit, pendant qu'on donnait des cartons d'observation à certains, nous, on nous a reproché que 400 et quelques. Et nous sommes allés chercher les 400 et quelques. Au moment de ramener ça à la Sénat a fermé. Mais s'ils ne sont plus dans les délais... Qu'est-ce que vous appelez délai? Oui, il y a des dates qui sont fixées, il y a des heures qui sont fixées, il faut les respecter. Dates, je suis d'accord, mais ils sont venus à bonne date. Mais on n'a jamais dit, quand on dit 72 heures, on n'a jamais précisé l'heure. C'est le jour qu'on prend. C'est ça la pratique. Et la Sénat n'a pas l'habitude de fermer. Ah bon? Ah, c'est ça. En période électorale, la Sénat ne ferme pas. La Sénat ferme seulement le jour du dépôt des dossiers à 0 heure. La Sénat ne ferme pas. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ce qu'ils disent là. Mais si c'est ça, je n'ai pas compris. Deuxième chose, ils ont dit que ils ont pris un huissier pour constater que le truc est à la Cour suprême. Oui. On ne va pas aujourd'hui, chacun va donner ses arguments. Oui, ils ont saisi la Cour suprême. Mais là encore, c'est la faute des cadres qui entourent le président Talon. Le président Talon? Oui. Il a quoi à voir? Je dis la faute des cadres, je n'ai pas dit lui. Oui, J'ai dit la faute des cadres qui l'entourent. Les communales, les dossiers des démocrates. Principalement, M. Sakalafia. Ah. Et je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. Ça fait longtemps qu'on a dit qu'il y aura les élections générales. C'est plus complexe que toutes les élections qu'il a gérées. Et il devrait prendre ses dispositions à temps. Il a toujours eu des budgets. Comment on peut comprendre que ce soit à moins d'un mois des élections qui veuillent mettre en place un logiciel et le mettre à la disposition des partis? Non, ce logiciel, il y a bien longtemps que c'était mis en place. Et je prends le directeur de l'informatique à témoin. Ça fait plus de 8 mois que j'ai commencé par tirer sur la sonnette d'alarme à la Sénat. Mais on m'a toujours dit, on est en train de faire le logiciel. Ça viendra. Jusqu'à ce que cela se passe comme ça. Et le logiciel est conçu tel que vous avez 3630 dossiers à scanner, puis à enregistrer. Vous suivez bien ce que je dis? Oui. Cela, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Vous n'avez pas pensé prendre les dispositions tôt. En plus... Qui n'a pas pris les dispositions? Je dis la Sénat.
Mais comment? Ils ont fait plusieurs rencontres pour expliquer aux partis, aux gens, comment est-ce que marchait le... Ça n'a rien à voir avec ce logiciel. Moi, en tant que reporter, j'ai été sur l'une de ces rencontres-là. Vous avez été là, mais quand est-ce que le logiciel a été mis à la disposition des partis? C'est là tout le problème. Ce n'est pas la phraseologie des réunions. Vous suivez bien ce que je dis? Oui, je suis. Le logiciel, c'est à moins d'un mois des déclarations de candidature qu'on a commencé par mettre ça à la disposition des partis. Et on a pris soin de mettre tous les partis de la mouvance avant d'en venir à l'opposition. C'est suspect. Vous avez les preuves de ça? Ça, c'est pas... Si le GSR a été installé le 21. Est-ce que vous êtes allé à temps? Au même moment que les partis politiques... Allez où? Ils viennent dans les sièges installer ça. Ok. Et je sais quand ils ont installé pour les démocrates aussi. Ok. Ils ont installé ça le 21 octobre. Alors qu'on doit commencer le dépôt des dossiers le 24. Et vous avez la preuve que les autres ont été installés bien avant? Depuis, bien avant. Mais ce n'est pas là le problème. Ah bon? Même le délai dans lequel on a commencé par installer tout le monde, c'est insuffisant. Ok. C'est insuffisant. Et moi, je me suis... Comme je suis pacifique, hein, c'est vrai, je suis objectif, je dis la vérité telle que je la conçois, mais je ne suis pas violent. J'ai pris une délégation de mon parti pour rencontrer M. Sakalafia. Je lui ai dit, humainement, le travail que tu nous demandes de faire là, nous ne pouvons pas. 3630 dossiers, en combien de jours? Nous voulons te demander de proroger un peu le délai de clôture. Il aurait accepté, qu'il aurait prévenu beaucoup de choses. Il a dit, mais les délais sont constitutionnels. Les délais des élections, c'est la Constitution, on ne peut pas... Vous savez, je parle de son calendrier à lui. Hein. Le calendrier de la Sénat. Oui, je parle de son calendrier. Vous savez combien de fois ce calendrier a été révisé? C'est vrai. Il a refusé. Est-ce que c'est plus important pour lui de satisfaire son ego que de mettre en péril des vies humaines? Parce que ce qu'il a fait là, ça peut aboutir à une révolte. Vous connaissez le président Patrice Talon, les gens vont recevoir des balles perdues. Ce sera la faute à qui? À Sakalafia. Non, vous m'avez demandé de parler, vous me laissez parler. D'accord, allez-y. Bon. On est tenu par le temps aussi. Il a refusé, et tout ce qu'il a trouvé à nous proposer, il dit, même si vous m'amenez une liste manuscrite, je vais prendre. Qui va prendre ce risque-là? Ah bon? Bien sûr. Et ensuite, il dit, bon, même si vous enregistrez, et vous n'arrivez pas à scanner toutes les pièces, mais une seule pièce, je vais prendre. Alors qu'il y a des pièces qui peuvent invalider toute la liste. Et j'ai dit, la version originale du logiciel, lorsqu'il manque une seule pièce, ça ne vous donne pas la main pour valider. Pour poursuivre. D'accord. Mais lui, c'est ce qu'il trouve à nous donner comme conseil. Et c'est après cette date-là que les gens ont fait des rajustements. Même le logiciel qu'on nous a installé a été complètement annulé. On a réinstallé avec d'autres dispositifs. Il y a un monsieur qui était en formation à Grand Popo, avec les miens, qui est impliqué dans le système. Il a dû modifier des choses de là-bas en rapport avec les informaticiens de la Sénat. Est-ce que c'est normal ça? Tout ça là, c'est de la bêtise humaine. Et vous voulez qu'on prépare les dossiers dans de bonnes conditions? Ce n'est pas possible. C'est une première, tout ne peut pas être parfait non plus. C'est la première fois qu'on informatise. Tu as dit tout ne peut pas être parfait. Oui, d'un coup. Mais ici, rien n'est. Rien n'est. C'est là le grave. D'accord. Est-ce que... Non, mais pourquoi vous êtes pressé de terminer? Non, c'est le temps. En fait, on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez posé une question. Il faut que les téléspectateurs soient éclairés. D'accord. Allez-y rapidement alors, de manière concise. Donc, la preuve de ce que je vous dis là, c'est le nombre de nuits que ceux qui ont accepté de déposer les dossiers ont passé à la Sénat. Le GSR n'est pas parti, non pas parce qu'il n'a pas ses dossiers, mais parce qu'il ne veut pas faire du folklore. Vous comprenez? Vous avez vu le spectacle? Vous avez vu le spectacle? Combien de nuits ils ont passé dans la cour de la Sénat? Et après ça, là maintenant, quel est le résultat que ça a donné? Quand on fait 21 000 observations à quelqu'un, vous ne voyez pas qu'on l'a induit en erreur?
Vous ne voyez pas vous-même. Les faits sont là aujourd'hui. Non, mais peut-être qu'ils n'ont pas mis beaucoup de sérieux aussi, parce que finalement, on a eu même des personnes qui sont poursuivies aujourd'hui pour falsification de documents. La falsification, moi... ça a manqué de sérieux. Attendez, il faut le reconnaître. Falsification, c'était déjà au niveau de Sodino. Falsification est devenue la mode. Vous avez vu, tout le monde a vu Sodino déposer tout souriant son parrainage à son parti pour dire, bon, voilà, et je donne ça à mon parti, pour le candidat du parti. Oui, mais il dit que lui n'a pas donné à Maître Renaud Agbodjo. Il a dit le candidat du parti. Oui. Maître Renaud Agbodjo n'a-t-il pas été candidat du parti? Régulièrement désigné. Et c'est le candidat irrégulier qui est le candidat pour lui. Celui qui n'est pas sorti de la commission. Mais la Cour a trouvé le moyen de dire que tant qu'on n'a pas déposé les dossiers, il peut se rétracter. Simplement parce que le cas Sodino est là où la Cour a fait des jurisprudences pour dire quand on dépose, on ne fait plus, on nous dit maintenant, bon, le cas Sodino, c'est parce qu'on a déjà déposé, c'est un faux problème. Ah bon, mais c'est une décision personnelle. Valider, vous savez... Soutenir, parrainer quelqu'un, c'est une décision personnelle. Ça n'a rien à voir avec un parti. La loi dit que c'est une décision conjointe. La loi dit que c'est une décision conjointe de l'intéressé et du parti. Ça devient un contrat. D'accord. Lorsque vous remettez et que le contrat accepte, l'accord de volonté est consommé. D'accord, c'est déjà la fin. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais parlons un petit mot sur le cadre de concertation. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu. Vous êtes réunis tous les jours, vous avez parlé. Et un jour comme ça, on apprend brusquement, expérience Tébé, il claque la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez le problème Tébé. Ah bon, pourquoi on laisse? Il a ses raisons. Vous savez, quand on est dans un ensemble, on ne fait pas ces choses-là. Avant de dire je veux démissionner, il devrait saisir le cadre ou dire je veux partir. Il y a une question de parallélisme de forme. Quand il voulait rentrer là, il avait dû parler avec quelqu'un. Est-ce qu'il lui a parlé avant de partir? C'est de la pagaille simplement. À mon avis, c'est un esprit de jeunesse. Je le lui concède. Ah bon? Mais je vous dis, si vous dites que vous n'avez pas voulu entendre les autres membres du cadre juridique, non, non, ce n'est pas ça. Le problème fondamental qu'il a posé, oui, c'est quoi? C'est que nous avons dit au sein du cadre que nous irons aux élections avec 2 listes. Tout le monde l'a approuvé. Et moi, au sein du cadre, j'ai pris soin de demander que l'état-major de chaque parti approuve. Ça a été fait. Même lui, ils sont partis? Oui. D'accord. Ça a été fait. Il était dit qu'il y aura une liste autonome des démocrates et que les autres partis du cadre vont s'entendre pour se fondre l'un dans l'autre et faire une liste. C'est exactement ce qu'il a dit également. C'est ça qu'on a dit. Oui. Mais écoutez, quand on a dit ça, à l'application, et c'est là que je n'ai pas aimé les démocrates, ils ont dit non, entendez-vous entre vous, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être une affaire de cadre du cadre, encore. Ok, les démocrates se sont écartés et vous ont laissé gérer. On veut désigner personne, entendez-vous entre vous. Et c'est ce que Tébé dit. Tébé a dit, moi je ne veux pas. S'il n'est pas prêt, c'est qu'il n'est pas prêt. Ce n'est pas une concession qu'il nous a faite. Mais si tu ne veux pas, qu'est-ce que tu veux? C'est là une deuxième pagaille qui rejoint celle des démocrates. Okay. Vous comprenez bien ce que je dis. Avoyant dit, c'est moi, mon parti. Le GSR dit, c'est moi. Et Avoyant, je ne veux pas aborder les arguments ici. C'est ce débat-là qu'on faisait. Et c'est ça que Tébé met en avant pour dire, personne ne veut céder. Non, c'est normal. On doit discuter. Mais lui, toutes les discussions qu'il y a eu au sein du MPL là, il a démissionné. Mais tu veux dire des choses. Et en dehors de ça, pour mettre en place le COPIL, le comité de pilotage du cadre de concertation, les discussions étaient plus houleuses. Tébé aurait dû démissionner en ce temps-là. D'accord.
Donc, on est arrivé. D'autres intérêts qui l'ont fait démissionner. On est arrivé à s'entendre. Malheureusement, c'est déjà la fin, professeur. Malheureusement. Il avait ses raisons. Donc, mais vous, quand vous dites que le cadre n'a rien fait, non, c'est pas vrai. Enfin, nous, on n'a rien vu en tout cas. Nous avons eu. On a vu des réunions régulières. Nous avons eu aujourd'hui une liste électorale plus ou moins propre. C'est grâce au cadre. Plus ou moins, c'est grâce au cadre. D'accord. Parce que avec, nous avons réussi à avoir l'audit et beaucoup de choses ont été corrigées. Je voudrais appeler tout le monde à mettre la balle à terre. D'accord. Et je fais mienne une déclaration de Daniel Eda. Quand vous ne voyez que les autres dans ce qui vous arrive, ce n'est pas bien. Demandez ce que vous-même vous avez fait pour faciliter ça. Et c'est valable pour les deux camps. Et pour le camp de la mouvance, et pour le camp des démocrates. Je ne dirais pas de l'opposition, des démocrates. D'accord. Vous suivez? Oui. Et au nom de ça, j'appelle chacun à mettre en avant, chaque camp à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez, les démocrates ont leur façon de faire, je leur concède parce que dans le cadre, nous avons notre autonomie. Mais chacun aussi prendra ses responsabilités. Voilà là où je voulais finir. Merci infiniment pour ça. Donc c'était M. Antoine Guédou Wissé-Tobré, président donc de GRC Grande Solidarité Républicaine et membre actif du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Avec lui, nous avons décrypté toute l'actualité nationale. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt, à dimanche prochain.